Sera à qu'est-ce que c'est vraiment le style de Scorsese. Et c'est une citation dans le livre de Biskin, toujours, qui est, je pense, qui vraiment résume Scorsese, qui d'ailleurs aussi, à chaque fois qu'il y a un nouveau film un vieux film qui ressort, il y a toujours une citation de Scorsese. C'est toujours vraiment Ouais, bien sûr. c'est comme Baudelaire avec les romans, quoi. Ouais. Il y a, Scorsese a un mot sur tous les films. Ouais, ou Tarantino sur des films plus récents. Oui, c'est vrai. Et donc, Scorsese dit: j'ai grandi avec eux, les gangsters et les prêtres, et aujourd'hui, en tant qu'artiste, je suis en quelque sorte à la fois prêtre et gangster. Hmm. Donc il y a vraiment Oui, la mais, sublimation, quoi. oui, mais alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, parce que moi, quand j'entends ça, en fait, je comprends. C'est ce que vous disiez au début de l'émission dans votre introduction. Je comprends pourquoi Scorsese a survécu. Parce qu'en fait, le cinéma hollywoodien classique, l'Amérique en fait majoritaire, ça lui va très très bien, les gangsters et les prêtres. Je veux dire par là, ça remet en cause aucun ordre. Et d'ailleurs, il faut bien qu'il y ait des prêtres pour aller, par moment, soit faire des piétas à la fin avec des gangsters, soit les confesser au dernier moment. Donc le couple gangster-prêtre, c'est un couple objectif. Intérêts bien compris sont des alliés. Pourtant, on pourrait penser que les gangsters, c'est précisément eux qui troublent l'ordre. Mais non, non, non. Moi je pense Oui, que on pourrait le penser. après ça dépend. Il y a plusieurs types de gangsters, évidemment. Ça dépend. Le gangster en soi, c'est rien. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Je pense que le gangster, il justifie à un moment donné la fonction du prêtre aussi. Celui qui on va tenter à tout moment de le sortir, de lui faire comprendre qu'il ne faut pas le mal, le péché, l'expiation, etc. Donc ça donne tout simplement une justification à la fonction du prêtre. Et le fait de devenir et le prêtre donne une justification aux gangsters puisqu'on est du côté de la subversion, de la profanation, de la luxure. Enfin, on contrevient, on pourrait dire, à un type d'éducation. Alors, en l'occurrence, dans le cas de Scorsese, l'éducation catholique. Mais c'est un couple objectif parfait. C'est une sorte de monade, comme dirait l'autre, qui fonctionne très très bien. Mais ça ne remet pas en cause l'ordre systémique. Et je veux dire par là, c'est que je pense qu'une des raisons pour lesquelles Scorsese a si bien survécu au Nouvel Hollywood, c'est que déjà à l'intérieur du Nouvel Hollywood, et je mets là-dedans Taxi Driver, pour moi, qui est autant un film de Scorsese que de Paul Schrader, qui est pour moi le film le plus limite de Scorsese. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend trois quatre traits du cinéma de Scorsese, on se dit... Allons-y pour le. Alors allons-y. Alors par exemple, le schéma donc classique, le désir d'un monde, l'entrée dans ce monde, l'ascension à l'intérieur de ce monde-là, sa jouissance éphémère, et puis la chute, la décadence, etc. Bon, ça c'est un schéma qui est un schéma classique, c'est-à-dire que on pourrait dire que le classicisme hollywoodien, mais même le classicisme de la culture américaine, n'empêche pas ça. La question c'est qu'à la fin, il y a un juste retour des fautes, des péchés commis par le personnage, etc. Ce qui fait qu'à la fin, le récit et l'ordre mondial, soi-disant finalement bouleversé par ça, est totalement remis à sa juste place. Fin de Casino, fin du Loup de Wall Street, il revient à sa juste place, celle qu'il n'aurait jamais dû quitter, même si, après on pourrait parler de la fin du Loup de Wall Street, c'est quoi la fin? Est-ce que c'est la fin lorsque John Howard Belfort est en train de faire son cours? Est-ce que c'est la fin? Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que je dirais que la dramaturgie chez Scorsese, qui est à peu près toujours la même, hein, est quelque chose qui sied parfaitement à l'idéologie classique du cinéma hollywoodien et de l'Amérique classique, absolument. C'est parfait. Une des raisons pour lesquelles, à mon avis, Scorsese utilise autant la voix off, c'est que il a besoin de contrôler ce monde-là. C'est qu'il sait déjà la fin avant le début. Et ça, c'est intéressant parce que le Nouvel Hollywood partait sur une idée totalement différente. Le Nouvel Hollywood, c'est justement l'aléatoire, l'imprévu, le non-sens, le rien, la déception. C'est l'horizon possible de ce monde-là. Dans le monde de Scorsese, qui est un monde plein, contrairement au monde du Nouvel Hollywood, qui est un monde lacunaire, dans le monde de Scorsese, ce monde, il est plein dès le début, avec un essai de grand Gepetto, invisible, mais enfin visible par le montage, les effets de virtuosité, de style, de circulation, et cette voix off nous dit, dans tous les cas, vous inquiétez pas, je maîtrise, hein, à la fin, ça va revenir au même endroit que le départ. Bon, autrement dit, la voix off pour moi, chez Scorsese, elle est l'agent de l'ordre. En tout cas, elle est l'agent qui préserve le fait que le vrai chaos, de façon un peu puriste, un peu intégriste même, du Nouvel Hollywood s'installe. Donc de ce point de vue-là, Scorsese, il est, me semble-t-il, toujours superficiellement du Nouvel Hollywood. Ça, c'est l'anti-Nouvel Hollywood. Et vous le condamnez pour ça, j'ai l'impression. Je condamne rien, c'est pas mon rôle du tout. Non, mais Ce que je veux juste, c'est que, c'est qu'à un moment donné, il faut être, à mon avis, être un peu précis, rigoureux. Je veux dire par là, par exemple, on dit souvent, chez Scorsese, je pense qu'il y a de la violence, mais il n'y a pas de mal.
alors que le Nouvel Bien sûr. Hollywood est un cinéma sûr, qui, bien par sûr. moment, Friedkin, disons pour faire court, étant l'exemple parfait, French Connection, L'Exorciste, To Live and Die in LA, tous ces Hmm. films-là, C'est travaillé par le mal. à mon avis, le côté subversif, problématique, dérangeant d'ailleurs du cinéma de Friedkin, c'est que précisément, c'est son côté languien, J'allais c'est la dire. tentation du mal, mais que le mal il est tellement tentant, c'est qu'à la fin, on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Chez Scorsese, on retombe toujours sur ses pattes, le bien et le mal existent toujours, puisqu'il y a de l'expiation et il y a de la rédemption. La rédemption est un horizon du personnage scorsésien d'Harvey Keitel dans Mean Street, c'est autant passer à se mettre les mains sur des plaques ou du feu, etc. Alors moi, je vois ça. Non, mais chez Friedkin, Ouais. la rédemption, qui est un cinéaste profondément athée, hein, en tout cas agnostique, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à la fin, l'ordre, on pourrait dire péché, rédemption, ce couple-là qui fonctionne à plein chez Scorsese, marche pas du tout chez les cinéastes du Hollywood fascinés par le mal. La fin de French Connection, quand Gene Hackman tire sur lui-même dans ces entrepôts en ruine de Brooklyn, quand on tire sur lui-même, ça dit deux choses. La première, c'est que le mal va peut-être l'emporter, donc le retour à l'ordre du cinéma de Scorsese a disparu. Et surtout, ce plan-là remet en cause le pacte, à mon avis, central du cinéma classique et donc du cinéma de Scorsese, qui est celui de l'identification. Que quoi que fasse Joe Pesci, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, etc., je suis quand même avec eux. L'identification est jamais remise en cause ou en doute, elle est jamais ébranlée par ce qui se passe, par les événements, par le récit. Quand je vois un film de Friedkin, il y a un moment donné, il faut que je fasse un sacré trajet éthique et moral, et donc ça me renseigne sur moi-même pour continuer à être avec Al Pacino à la fin de Cruising, pour continuer à être avec Gene Hackman à la fin de French Connection. Je vois ça Ça, c'est remis en cause dans les cinéastes un peu purs du Nouvel Hollywood, pas chez Scorsese. Alors je vois ça